Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cyril Sabat. Cyril Sabat, tu es Managing Director pour Melanion Capital. Melanion Capital qui propose un ETF Bitcoin. Je te laisse te présenter davantage et me corriger si je me suis trompée, bien sûr. Et ma première question, comme ça je rentre dans le vif du sujet. Comment en es-tu arrivé à Melanion Capital? Merci Magali, merci pour cette invitation. Moi, j'ai un parcours dans la finance traditionnelle. J'ai fait du trading de produits dérivés pendant pas mal d'années. Ensuite, je me suis tourné vers la gestion d'actifs. Donc, j'ai été responsable de la gestion d'actifs pour une structure parisienne. Et j'ai rejoint Melanion Capital il y a quelques années, il y a un peu plus de 4 ans, avec un challenge qui était d'essayer de lancer le premier ETF Bitcoin, mais qui soit ce qu'on appelle UCITS, ou du moins éligible à toutes les enveloppes réglementaires traditionnelles. Donc, gros challenge en partant d'une feuille blanche. Ça a été une aventure pas simple, semée d'embûches. En quelle année cette idée qui t'est apparue Cette idée, on a commencé à y réfléchir fin 2019 et on a eu, après moult échanges avec l'AMF, on a eu un accord de principe et l'agrément pour lancer cet ETF en juillet 2021. Et nous avons lancé sur la bourse concrètement. Donc, on a eu un accord écrit en juillet 2021 et cet ETF a été lancé sur la bourse. Donc, j'ai eu la chance de sonner la cloche à la bourse de Paris en octobre 2021. Donc, et après ce listing à Paris en octobre 2021, on a fait un listing en Italie en juin 2022 et un listing à Amsterdam en juin 2023. Impressionnant. Donc du coup, ça, pardon, je me permets de rebondir, ça pose tout de suite un clivage puisqu'il semblerait qu'il y ait d'ores et déjà, on a fait tout un pataquès sur des ETF aux USA. Toutefois, ça existe déjà en Europe, du coup, depuis combien de temps, si jamais tu Alors oui, mais il se trouve que c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a deux réglementations complètement différentes aux États-Unis et en Europe. Pour être éligible dans toutes les enveloppes traditionnelles, que ça peut être un plan épargne retraite ou une assurance vie, un ETF en Europe doit être ce qu'on appelle un OPCVM, ou doit être UCITS. Et donc, en particulier, il y a deux caractéristiques fortes pour être un OPCVM. Il faut être diversifié et être investi sur des actifs régulés. Donc, on comprend qu'un ETF Bitcoin Spot en Europe ne pourrait pas être un OPCVM parce qu'il n'est pas diversifié, il serait investi uniquement sur le Bitcoin et pas sur un actif régulé parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une considération précise sur la régulation du Bitcoin. Donc, partant de ce principe, on a cherché chez Melanion Capital un moyen de pouvoir s'exposer au Bitcoin en respectant ses contraintes pour permettre à tout un chacun de pouvoir l'intégrer à son assurance vie ou à son plan épargne retraite. Et donc, on a conçu un modèle mathématique, mais qui s'appuie sur des actifs régulés. Ces actifs régulés sont les actions. Les actions, on le sait, sont les actifs régulés par excellence. Donc, on s'est intéressé aux actions de l'écosystème crypto, c'est-à-dire des actions de sociétés de minage, des sociétés dans la technologie blockchain, des sociétés financières autour des cryptos, une valeur comme Coinbase, par exemple, est cotée en bourse, ou des sociétés qui ont des cryptos dans leur bilan. Je pense à une société comme MicroStrategy. Et on a vraiment étudié de près cet écosystème et on s'est dit pourquoi on regarderait pas la corrélation de ces actions avec le Bitcoin. Et finalement, on pourrait imaginer investir sur ces actions ou les actions les plus corrélées au Bitcoin. Donc, on a fait énormément de travaux de recherche et développement. Et l'ETF qu'on a sorti, c'est finalement un ETF action de l'écosystème crypto qui investit sur les 4 secteurs que j'ai donnés. Et pour être plus précis, cet ETF investit sur les 30 actions qui ont la plus grande sensibilité en termes de mouvement par rapport au Bitcoin. Et grâce à ça, on a réussi à construire donc un ETF qui est un OPCVM et qui est éligible assurance vie et plan épargne retraite. Alors on me dit souvent oui mais c'est très bien mais finalement votre ETF il ressemble au Nasdaq, aux valeurs technologiques, c'est pas vraiment un ETF crypto. Alors la meilleure démonstration est on va dire la performance l'an dernier. Notre ETF l'année dernière a fait plus 184%, largement plus que le Nasdaq.
et même largement plus que le Bitcoin. Alors, il y a des années où on a été en dessous. En l'année 2022, on était un petit peu en dessous par rapport à la performance du Bitcoin. Là, on est au-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer, sans avoir une garantie de corrélation, mais de faire en sorte qu'on ait la sensibilité la plus forte. Donc, un ETF UCITS, donc OPCVM, existe en Europe. Il y a aussi ce qu'on appelle des ETP, donc des Exchange Traded Products, qui sont plus proches de ce qui existe aux États-Unis, mais on n'a pas cette éligibilité qu'on peut avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas cette contrainte. Les ETF qui ont été lancés il y a maintenant 3 semaines, eux sont éligibles dans toutes les enveloppes pour les Américains. Et c'est ça la vraie différence. Et je rajouterais que moi, ce qui me plaît énormément, c'est que l'Américain qui investit dans ces ETF, en fait, participe, on va dire, au réseau de Bitcoin, parce que les Bitcoins sont vraiment stockés sur le réseau, et donc ils participent. Est-ce que vous aussi, les Bitcoins sont sur le réseau Bitcoin? Non, puisque là, pour le coup, notre ETF, ce sont des actions. Je dirais plutôt qu'un investisseur de notre ETF contribue à l'écosystème, du moins participe et partie prenante sur l'écosystème, puisqu'il investit sur des sociétés qui tournent autour de cet écosystème. Nous, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des investisseurs qui ont à la fois des cryptos en portefeuille et également notre ETF. Les deux peuvent coexister. Voilà. Là, la différence, effectivement, aux États-Unis, c'est un pur ETF spot. Donc, lorsqu'un investisseur investit sur l'ETF spot, BlackRock achète le Bitcoin et le met en custody chez Coinbase. Coinbase est le custodian de la quasi-totalité des ETF spot. Mais c'est très facile. Après, Coinbase pourra peut-être attirer les gros investisseurs parce qu'ils ont toute la structure. En tout cas, ils ont vachement développé. Et c'est vrai que pour les institutionnels, ça peut être pratique aussi de passer par Coinbase, avec Circle en plus. Tout à fait. Ça pose simplement une question peut-être de concentration aussi, puisque finalement Coinbase concentre la plupart des cryptos. Et c'est là où on voit peut-être la différence potentielle avec l'Europe. L'Europe, nous, on a une banque dépositaire. On a Société Générale qui est banque dépositaire. Pas le même statut qu'une structure comme Coinbase. Donc, ça peut aussi poser des questions sur ce risque de concentration. Société Générale qui, via sa filiale Forge, a déjà un pied assez franc dans la blockchain et les crypto-monnaies. C'est vrai, c'est vrai. Société Générale, donc Securities Services, qui est le dépositaire de notre ETF, a été un des dépositaires les plus ouverts sur le sujet. On avait tapé à la porte d'autres dépositaires et Société Générale Securities Services nous a accompagnés. C'est vrai que Société Générale est plutôt en avant sur ce type de problématique. En particulier, ça a été le premier PSAN agréé, voilà, SG Forge, en tout cas via sa filiale SG Forge. Donc oui, et effectivement, ils nous ont accompagnés. On a eu la chance d'avoir une entité comme celle-ci à nos côtés pour cet ETF. Et justement, lorsque l'on voit la réaction des acteurs publics aux États-Unis face des acteurs publics ou des entités institutionnelles face à l'ETF Bitcoin Made in USA et la réaction des acteurs publics, tu évoquais également l'AMF au début de l'interview. Est-ce que tu vois une différence d'accompagnement de la part de la régulation et du secteur public sur chacun des continents? C'est une excellente question. Je dirais que les visions sont complètement différentes. En Europe, on a MiCA qui a été longuement discuté, mais en tout cas, il y a un cadre réglementaire qui s'est mis en place. Aux États-Unis, on n'a pas ce cadre réglementaire. En revanche, et c'est peut-être typiquement américain, on a ce pragmatisme qui dit, OK, on n'a peut-être pas de réglementation, mais nous, on a un ETF spot. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment sur le côté pratique et opérationnel. Là où en Europe, on était plus dans la réflexion. Mais ça, on va dire que c'est, classiquement la différence entre le monde européen et le monde américain. Maintenant, nous, on a été accompagnés par l'AMF sur cet ETF et on a eu une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas eu d'autres régulateurs en Europe. Donc, il faut souligner aussi qu'en France, on a eu une écoute très intéressante et voilà, une oreille attentive, je dirais.
Aux États-Unis, alors il y a d'autres éléments, donc effectivement il y a ce pragmatisme, mais il est intéressant de voir que la SEC, donc le régulateur américain, a appuyé sur le bouton pour dire OK sur les 11 émetteurs et les 11 spot ETF, mais juste après a dit attention, Bitcoin c'est dangereux, etc. On sent qu'il y a eu un petit peu de pression quand même pour accepter ces ETF spot, et puis il y avait une bataille judiciaire qui avait été perdue face à Grayscale, etc. Donc ils étaient un petit peu obligés d'accepter, mais voilà, c'est deux mondes complètement différents. Et d'ailleurs, je l'ai dit, mais la réglementation même sur les produits financiers, et là, sur un ETF Bitcoin, est complètement différente aux États-Unis par rapport à l'Europe. Et par rapport à votre formule de panier, comme le CAC 40, ou quand on voit que il y a tant d'entreprises et que quand une entreprise ne performe plus assez, elle est retirée pour remettre une entreprise qui du coup performe et qui passe au-dessus pour garder toujours cette hausse. Est-ce que vous êtes dans la même stratégie du coup dans votre panier? Alors c'est une excellente question. Effectivement, on reproduit un indice donc qu'on a créé, un indice qui justement est rebalancé tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on fait cette analyse de sensibilité de nos actions par rapport au Bitcoin. Si une action devient moins sensible, si par exemple une action a fait une IPO aux États-Unis, donc une introduction en bourse récemment, et se trouvait complètement corrélée au Bitcoin, et il y a des chances qu'elle entre. Donc, on revoit ce panier tous les 3 mois. Il y a ce qu'on appelle un rebalancement trimestriel. Donc, oui, cet indice est revu régulièrement, l'indice composé des actions suivies par l'ETF, et il est revu tous les 3 mois. Donc, c'est dynamique. Donc, ça veut dire aussi que, comme j'ai dit, qu'on onboard les nouveaux acteurs, qu'on fait sortir ceux qui ont tendance à moins bien performer ou du moins à moins suivre le Bitcoin. Donc voilà, il y a quand même un très gros dynamisme dans cet ETF. Mais comment sont les choix? Comment vous faites les choix pour les intégrer ou pas? Déjà combien êtes-vous dans l'équipe? Et après, il y a combien de personnes destinées? Quel est le processus après aussi pour choisir? Combien êtes-vous déjà dans Mélanion? Ça m'intéresse. Oui. Nous sommes une dizaine chez Mélanion Capital qui a d'autres activités. Mais le point important sur la méthodologie, c'est que c'est une méthodologie mathématique. On analyse, donc on a cet univers d'investissement avec des critères qualitatifs et quantitatifs. Les critères qualitatifs, c'est le fait d'appartenir au secteur que j'ai décrit tout à l'heure. Les critères quantitatifs, ce sont des critères de capitalisation de marché. On ne prend pas des trop petites capitalisations de marché. C'est aussi des critères de trading. Il faut qu'il y ait de l'activité sur cette action, qu'on puisse la traiter. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde statistiquement le comportement de ces actions, une par rapport au Bitcoin. C'est ce que j'appelle la sensibilité. En fait, en mathématiques, on appelle ça le bêta. Donc, on regarde le bêta de chacune de ces actions par rapport au Bitcoin et on va choisir les 30 meilleures. Et on va en plus les pondérer en fonction de ce bêta. Donc, plus cette sensibilité va être importante et plus le poids dans ce panier va être important. Merci, c'est très complet, j'ai tout compris. Merci beaucoup. C'est passionnant. Tiens, je vais montrer un petit peu le site internet pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Comment concrètement, justement, on peut vous contacter pour investir sur Mélanion? Quelle est la démarche? Alors, l'investissement ne se fait pas directement par nous, il y a des intermédiaires. Donc, aujourd'hui, notre ETF est référencé donc sur la plupart des comptes titres, donc les plateformes de trading traditionnelles qu'on peut trouver, les Interactive Brokers, DEGIRO, Bourse Direct, etc. On a aussi les comptes titres de sa banque. On tape à la porte de sa banque et on intègre finalement l'ETF directement dans son compte titre. Aujourd'hui, on est référencé chez un assureur qui est AG2R La Mondiale. Donc, on a un plan épargne retraite qui est référencé chez eux et dans lequel on peut investir. Donc, ça paraît un peu fou. C'est-à-dire qu'on peut investir sur la thématique Bitcoin à l'intérieur de son plan épargne retraite.
n'importe quel autre actif. Le Bitcoin lui-même n'est pas éligible sur le plan épargne retraite, mais notre ETF l'est. Et on a également une assurance, les assurances vie, en particulier les assurances vie d'AG2R La Mondiale. Donc nous, on tape à la porte des autres assureurs pour expliquer quel est notre produit et qui est éligible. Après, il faut qu'il y ait un travail en amont, une volonté aussi de l'assureur d'intégrer ce type de produit dans son catalogue. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. J'avoue que le fait que de très gros investisseurs, de très gros acteurs institutionnels comme BlackRock et maintenant le ETF aident beaucoup dans notre discours et dans le fait d'être accepté par ces acteurs institutionnels pour nous référencer dans leur catalogue. Ça, c'est sûr. C'est un point qui est très positif. Voilà, mais c'est un travail de longue haleine. Voilà. Et il y a un engouement depuis là, ces 3 semaines qui s'est passé, ça a été beaucoup médiatisé. Est-ce que vous avez remarqué en tout cas une demande de la curiosité de la part de personnes qui vous contactent, mais parce que ça a été médiatisé, du coup ils se renseignent, ils s'éduquent un peu sur le sujet? Oui, c'est un très bon point et ça vaut le coup de revenir un petit peu. Là, on est à 3 semaines du lancement de ces ETF. Beaucoup de gens, il y a plusieurs choses. Beaucoup de gens déjà ont dit que la très forte hausse du Bitcoin en 2023 a été aidée par cette annonce de l'ETF Spot Bitcoin. Et on a beaucoup entendu des gens dire « Ah oui, mais ils vendront la nouvelle ». Vous savez, en général, il y a un adage qui dit « On achète la rumeur et une fois que la nouvelle est sortie, on vend ». Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde le cours du Bitcoin aujourd'hui par rapport au 31 décembre, s'il y avait eu une vraie volonté de vendre la nouvelle massivement, on serait très, très, très largement en dessous du cours du 31 décembre. Là, on est plutôt à moins 3%, ce qui, pour moi, est relativement light, qui n'est pas une vente de nouvelles énorme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est un point plutôt technique, sur les ETF spot aux États-Unis. Donc, on a 11 émetteurs, et parmi ces émetteurs, on a Grayscale. Et Grayscale, c'est un acteur un peu historique sur le Bitcoin. C'est eux qui avaient leur trust. C'est d'une certaine façon grâce à eux aussi qu'on a eu la transformation de l'ETF parce qu'ils ont gagné un procès face à la SEC en fin d'année dernière. Et il y a eu une transformation de leur trust en ETF. Ce trust cotait avec une décote par rapport au Bitcoin énorme parce que techniquement, les gens ne pouvaient pas sortir. Il y a beaucoup de traders qui ont joué sur cette décote. À un moment, on avait atteint moins 40%. Donc, ils sont rentrés massivement en jouant sur le fait qu'il y avait de fortes chances que ce trust allait être transformé en ETF et la transformation en ETF allait réduire complètement ce discount. C'est ce qui s'est passé. Donc, on remarque en termes de flux, c'est intéressant quand on creuse les flux de chacun des émetteurs, on voit que des émetteurs comme BlackRock ou Fidelity ont déjà ramassé un peu plus que 2 milliards d'actifs sur les stands, donc positif. Mais par contre, Grayscale a une sortie d'un peu plus de 5 milliards. Donc, les flux à analyser sont très intéressants. On a ce flux de sortie de Grayscale qui sont les gens qui ont fermé le discount, donc les traders qui étaient rentrés à moins 40%. C'est quand même une prise de risque énorme. C'est pas destiné à tout le monde d'acheter du GBTC. Je pense à Cathie Wood, chacun a ses traders qu'il suit, etc. Cathie Wood, elle a été au-delà de sa frénésie sur les actions Coinbase. Elle était sur le trust de Grayscale. Elle a revendu et là, quand tu regardes, tout ce qu'elle a récupéré, elle l'a mis dans son ETF. Et voilà. Et pour elle, l'argent magique, il existe dans un sens. Elle a pris exactement. Elle a pris ses bénéfices là-dessus. Mais du coup, quand on regarde la somme des flux de tous ces ETF, alors on peut dire 2 milliards sur Fidelity, 2 milliards sur Bitcoin, mais au final, on est à peu près à 1 milliard en net. Il faut que je regarde les tout derniers chiffres, mais on n'est pas à des montants qui sont colossaux pour une raison relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, on va dire les investisseurs ont besoin déjà de digérer et de comprendre aussi ce qu'il y a derrière. Les gens disent voilà, l'ETF est disponible, les gens vont se ruer dessus.
On le voit nous aussi. On a beaucoup d'investisseurs qui nous disent oui, c'est intéressant, mais j'ai besoin de bien comprendre. Donc limite, ils ont besoin peut-être d'abord de tester l'adoption, de tester le Bitcoin en physique avant de dire je suis convaincu, je vais acheter votre ETF. Donc c'est la même chose aux États-Unis. Donc ça va prendre du temps. Voilà. Donc le flux reste quand même légèrement positif. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai distinguo entre les traders qui ont pris leur gain, les investisseurs particuliers qui viennent petit à petit. Il faut aussi que tous les tuyaux soient ouverts aux États-Unis. On voit qu'il y a certains tuyaux qui sont fermés. Bon, même si aux États-Unis, les gens ont la possibilité de changer de plan épargne retraite très rapidement. Mais voilà, donc il y a une adoption qui doit se faire petit à petit. Donc, on va le suivre. Le gros argumentaire aujourd'hui des conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis, c'est de dire regardez ce qui s'est passé en 2023. Le Bitcoin a pris 160% en étant complètement décorrélé avec les actifs traditionnels. Donc, vous avez une classe d'actifs à part entière. Ça, c'est un discours qui est intéressant, surtout qu'aux États-Unis, c'est pas le même système qu'en France. Ils doivent cotiser, ils doivent investir, je dirais, pour leur retraite. Donc, il y a une volonté à chaque fois d'investir sur de nouveaux produits. Voilà, donc ça va prendre du temps. Donc là, j'ai fait un petit peu un détour par les États-Unis. Votre question initiale, c'était de savoir si on avait eu des échos positifs de notre côté. Oui, on a des marques d'intérêt depuis le début d'année marquées, plus importantes, je veux dire. On a des appels, on a des gens qui ont investi dans notre ETF aussi. Donc on a globalement des retours et de l'intérêt plus important depuis le début de l'année. On a aussi, et ça c'est un point qui est intéressant, on a lancé une app, vous parliez de l'éducation, pour nous c'est très important, parce c'est toujours difficile d'investir sur quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement, et donc on a lancé une app qui est un parcours en fait éducatif sur le Bitcoin, donc très ludique, et qui, alors cerise sur le gâteau, permet de gagner des satoshis. Alors voilà, les satoshis, ça vaut pas grand-chose, c'est une fraction de Bitcoin, mais en tout cas, on a une expérience complètement immersive et on peut toucher ces satoshis via le Lightning Network. Donc en fait, c'est à la fois une expérience éducative et une expérience immersive, puisque quand on répond bien aux questions, on gagne des satoshis qu'on peut toucher directement via le Lightning Network. C'est génial pour l'éducation et même toujours d'en avoir un petit peu dans son portefeuille. Je trouve que c'est la meilleure solution pour que les personnes se reconnectent tous les jours et qu'ils remarquent que la valeur du portefeuille est instable. Du coup, elle change tous les jours. Et c'est vrai que les gens ne sont pas habitués quand ils se connectent que sur leur livret A. Ils voient que ça descend et puis jusqu'au jour de paye. Du coup, c'est vrai que dès qu'on installe un wallet, les gens, ça met un certain temps, mais à force de se connecter, ils se disent « Ah ouais, tiens, ça bouge. Je vois que la crypto, ça bouge. » Donc, c'est vrai que donner une miette à quelqu'un, souvent comme Coinbase Earn, reste pour moi une des meilleures solutions pour engager les personnes dans cette, afin de comprendre et de voir la philosophie derrière, la techno. Et ça permet également, alors ça nous permet de faire une transition, puisque du coup, vous proposez une utilisation de Bitcoin et une autre. Et lorsque on essaye de prendre un petit peu de recul et de voir un petit peu long terme, mais lorsque je dis long terme, je parle transmission justement du patrimoine, etc. Il y a quand même des solutions pour transmettre ces crypto-monnaies à ses enfants, etc. Toutefois, comme on l'évoquait avec Louis et Alexandre, les ETF sont maintenant une des manières les plus régulées et simples dans un sens de transmettre un investissement, etc. Lui, en termes de gestion de patrimoine. Et c'est là où, du coup, on peut voir vraiment deux manières dans un sens d'utiliser Bitcoin, là où certains pourront dire oui, mais est-ce que ça ne pose pas un problème de centralisation des fonds, etc., et de centralisation des Bitcoins dans les mains d'une seule, de plusieurs entités qui sont très grosses. Oui, absolument. Je dirais que nous, ce qu'on voulait avec la création de cet ETF, c'était de se dire, on veut rendre l'exposition à cette thématique
voilà, la plus simple possible et la plus universelle possible. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de sujet parce qu'un ETF spot, il peut être mis dans un plan épargne retraite, mais voilà, nous, avec notre outil, on peut le mettre aussi dans un plan épargne retraite. Ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas le cas du Bitcoin et n'est pas le cas des ETP qu'on peut trouver aujourd'hui en Europe. On ne peut pas l'inscrire dans un plan épargne retraite. Et cette éligibilité était quelque chose de très important, surtout sur du long terme, on le sait. Donc, voilà, donc, on a voulu combler le gap. On a monté cet ETF, on a proposé cette app éducative. Et là, très récemment, on a fait aussi un partenariat. On a fait un peu un audit de toutes les solutions qui existaient pour pouvoir investir sur le Bitcoin en direct. Et on a fait un partenariat avec Paymium aussi, qui permet à tout à chacun d'investir directement aussi sur le Bitcoin. Donc, on va dire, la palette complète. On a l'éducation, le gap, on a comblé le gap entre la finance traditionnelle et les cryptos avec notre ETF, Millennium Bitcoin UCITS, Equities UCITS ETF. Et on a aussi ce partenariat avec Paymium. Et tiens, je vais rebondir comme tu as parlé de gap. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, c'est de regarder comment ça va se comporter. Je me rappelais qu'il y avait beaucoup d'arbitrage avant à faire sur des plateformes style Kraken, alors qu'il n'y avait pas les ETF, hein, mais entre différents échanges, il suffisait de laisser traîner un ordre et quand il y avait des turbulences, on pouvait avoir vraiment une décote par rapport à un autre échange et je trouvais ça marrant. Il y en avait beaucoup qui jouaient beaucoup cet arbitrage. Et là, par rapport au week-end, par rapport à comment ça va se dérouler, les fermetures, l'ouverture, les jours fériés, les quatre sorcières et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir encore un arbitrage possible pour certains traders? Est-ce que tu penses que ça va être une opportunité pour certains traders? À voir, mais effectivement, en tout cas, on va avoir une vraie différence puisque la cotation des ETF ne se fait pas le week-end, alors que le Bitcoin cote le week-end. Donc, on va avoir ce qu'on peut appeler des gaps, effectivement, des gaps de cours, voilà, entre vendredi soir et aux US et lundi matin, donc vendredi fin des marchés, clôture des marchés, et lundi ouverture des marchés aux US. Oui, c'est une donnée une forme de manipulation. Je pense que certains acteurs pourraient manipuler, peut-être, hein, mais il y aura toujours voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura de la volatilité ou qu'il y aura de l'engouement sur de l'arbitrage pour certains traders? En tout cas, on a remarqué que la plupart des mouvements forts sur le Bitcoin avaient lieu le week-end, là où il y a moins de liquidité. Donc, est-ce que ça va continuer? Je pense que oui. Est-ce que ça va s'accentuer? Je ne sais pas. Je dirais que globalement, le fait de faire rentrer aujourd'hui le Bitcoin dans un monde institutionnel, parce que finalement c'est ce qu'on a fait aux États-Unis, normalement est un contributeur de baisse de volatilité, puisqu'on le fait rentrer plutôt dans un moule plutôt financier traditionnel. Donc c'est normalement un facteur de baisse de volatilité. Et je pense que c'est pour ça que l'ETF, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, vend de la news. Je pense que c'est de plus en plus difficile, en tout cas, d'impacter le cours du Bitcoin parce qu'il y a de plus en plus de liquidités. Du coup, si on veut vraiment que ça baisse, il faut vraiment quand même beaucoup de vendeurs comparé aux acheteurs. Il faut qu'il y ait une grosse différence. Et je pense qu'on est dans l'année du halving et que ça aussi, ça compte sur certains professionnels qui, eux, attendent de voir. Enfin, c'est pas l'année où ils vendent le Bitcoin. Donc, je pense que ça rentre aussi cette année 2024. On attend de voir l'impact qu'aura ce halving. C'est tous les 4 ans, donc on y est. Est-ce que toi, quel est ton ressenti par rapport au halving? Parce que c'est quand même un élément qui doit être pris en compte. Je dirais que c'était pricé, en fait, hein, par rapport, pas aux ETF, mais peut-être par rapport au halving, on ne sait pas. Enfin... Moi, je dirais que la news de l'ETF a brouillé un peu les pistes sur l'impact potentiel du halving. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est une news supplémentaire. L'année 2024 va être très, très riche puisque elle a connu en ce début d'année donc l'acceptation des ETF spot. Le halving va arriver dans quelques mois. La seule façon d'analyser le halving aujourd'hui, c'est de regarder ce qui s'est passé dans le passé. Mais le marché était moins mature.
Donc, on a vu qu'en général, on a une période un peu de correction, mais après, un fort rebond. Est-ce qu'on va avoir ça? Je sais pas. Les miners sont un peu plus matures qu'à l'époque. Voilà, je veux pas trop m'avancer, voilà, sur le sujet. C'est une année riche en événements. Voilà, c'est tout ce que, donc, il y aura peut-être un peu plus de volatilité, compte tenu de ce point-là. Mais voilà, l'attention va être, va se focaliser sur les mineurs, je pense. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des sociétés de minage qui sont inclus, je suppose, oui. Et comment vous sélectionnez aussi les secteurs? Là, vous avez une grosse partie de minage, de validation. Enfin, ce sont qui que vous choisissez comme acteurs dans votre panier? En fait, il y a 4 gros secteurs. Donc, les mineurs, les sociétés actives dans la technologie blockchain, des sociétés qui sont finance et crypto, comme j'ai dit, comme Coinbase, et enfin des sociétés qui ont des cryptos dans leur bilan. Voilà, c'est ça à peu près notre univers. J'avoue que puisque le critère de sélection, donc ça c'est l'univers global d'investissement. Et puis après, à l'intérieur de cet univers, on va venir sélectionner les 30 actions, comme j'ai dit, les plus sensibles. Alors, il est évident que les acteurs les plus sensibles sont les mineurs. Donc, on retrouve beaucoup de mineurs dans notre ETF. Je confirme. Et surtout, si c'est vraiment Bitcoin, c'est vraiment important de participer au réseau et d'être dans… Ouais, voilà, donc on a les gros acteurs, on a les Marathon Digital, Hut8, etc. Enfin, les gros mineurs cotés, hein, puisque il faut pas oublier que notre ETF donc, investit sur des actions listées en bourse. On a des mineurs qui ne sont pas cotés, je ne pourrais pas investir. Il faut, voilà, comme je l'ai dit, on cherche des sociétés qui sont listées en bourse, donc des actifs régulés. Les actifs régulés aujourd'hui qu'on a identifiés, ce sont les actions cotées en bourse. Il y a quand même un choix de prendre des sociétés françaises ou étrangères. Enfin, il y a quand même. Est-ce que vous essayez ou peu importe en fait. Vous regardez juste le chiffre, la rentabilité. On aimerait. Non, je dirais qu'on aimerait, mais aujourd'hui. C'est même pas la rentabilité ou quoi, c'est la sensibilité de l'action. Donc, comme je l'ai dit, il y a des critères de capitalisation de marché. Donc, déjà, ça nous réduit l'univers. Et une fois qu'on a cet univers réduit, on regarde la sensibilité. Si on avait 30 actions françaises ou européennes extrêmement sensibles, il y aurait 30 actions européennes ou françaises. Mais il y a déjà un déficit aujourd'hui d'actions européennes dans notre univers. Donc, si je regarde les valeurs des secteurs que j'ai donnés et que j'ajoute les critères de capitalisation de marché et de trading, eh ben, j'ai un univers qui est très américain. Voilà. Donc, c'est pas volontaire, c'est la réalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a peu de sociétés dans cet écosystème listées en bourse européenne et française encore moins. Malheureusement. Ouais. Et par rapport à la régulation, comment vois-tu les choses par rapport à MiCA? Il y aura bientôt MiCA 2. Comment vois-tu les choses pour l'écosystème en général, pas que sur les ETF là, mais sur l'écosystème blockchain, en tout cas pour que les acteurs, pour que ça rassure les investisseurs. Comment vois-tu Oui, vas-y, je t'en prie, Max. Je me permets de compléter, et ce d'autant plus que, me semble-t-il, les SMA, les organismes, le SMA et les organismes bancaires européens sont de plus en plus dans une régulation qui va tout de même dans le sens d'une consultation, me semble-t-il. En ce moment, ils sont, je vois passer régulièrement une consultation globale des acteurs de l'écosystème. Est-ce qu'ils les suivront ou pas dans ce qu'ils diront? Mais est-ce que voilà, tu peux nous expliquer si jamais tu es au courant un petit peu? Oui, en tout cas, je peux donner mon avis. C'est que il faut savoir que la régulation MiCA, la réglementation MiCA, ne sort pas de nulle part. Elle est extrêmement inspirée, pour ne pas dire copier-coller, de la réglementation financière. Donc, c'est une inspiration des textes réglementaires de la finance traditionnelle qui ont été plaqués sur l'écosystème. Donc, logique que l'ESMA soit dans une logique de consultation, puisqu'elle cherche à avoir les retours. Donc, c'est positif, ça rassure. Une réglementation, ça rassure. Après, c'est la mise en application, le fait d'avoir une application raisonnée, des contraintes qui ne sont pas trop fortes pour ne pas tuer l'écosystème. Donc ça, c'est
un juste équilibre qui est compliqué. C'est pour ça que nous, on a choisi une voie différente, hein, complètement, puisque nous, on est, en tout cas avec l'ETF, on n'est pas sur une réglementation crypto, on est sur une réglementation financière traditionnelle et on est venu chercher des actifs financiers traditionnels. Donc Mika, je le vois plutôt d'un bon œil parce que c'est une réglementation et c'est quelque chose de positif. Après, à voir dans les détails l'application et le fait que ça n'écarte pas trop d'acteurs, en tout cas que la mise en application ne soit pas trop compliquée. Donc il faut une mise en application éclairée et raisonnée. C'est limite un petit peu ce que l'on peut voir, ça se dessine un petit peu sur la difficulté, ne serait-ce que l'obtention d'un PSAN entre son approbation et son enregistrement, où pour le moment, sans être fataliste pour autant, il n'y a que SG Forge qui a pu en avoir parce que SG Forge, il y a tout un background derrière qui est Société Générale, justement. Oui, absolument. Entre autres. Oui, puisqu'il faut je dirais une solidité financière aussi. Il y a la partie assurance, on en parle souvent, mais l'assurance est compliquée à avoir quand on est un acteur des cryptos. Donc, Société Générale est un acteur global, hein, financier, assurance. Donc voilà, donc c'est sûr que ça aide. Voilà, c'est assez drôle finalement, si on prend un tout petit peu de recul, de se dire que Bitcoin a été inventé un petit peu pour contrer la finance traditionnelle et que le premier acteur agréé PSAN est finalement une banque. Donc c'est un petit peu un pied de nez, mais c'est la réalité parce qu'il faut le faire entrer dans un cadre et qu'on peut pas partir d'un cadre complètement inexistant pour faire quelque chose. D'où le fait d'avoir une inspiration financière et que des acteurs financiers solides soient ressortis. Oui, puis encore une fois, c'est à mon sens, parce que j'entends vraiment tous les problèmes crypto-éthiques que ça peut poser, mais c'est à mon sens limite deux manières d'investir dans Bitcoin. Toutefois, comme tu le soulignais, Mélanion, s'il y a une éducation, s'il y a le fait de proposer une autre voie, à mon sens, le pied de nez de la finance traditionnelle à Bitcoin est moins franc du coup, puisque c'est aussi dire tu peux avoir des Bitcoins autrement. Toutefois, moi, je te propose le chemin institutionnel, légal. Et j'allais rebondir par rapport à… Bitcoin, c'est un bout de papier. Il y en a qui le diront, et je peux le comprendre aussi. Mais il y a des gens qui préféreront avoir le bout de papier que les 12 phrases, etc. C'est bien dommage. Mais que les 12 mots, pardon, que la 6 phrases. Et je voulais savoir, moi, pour rentrer… J'aurais voulu savoir pour rentrer, du coup, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, tiens, moi aussi, j'ai un peu d'argent, je voudrais… investir chez Mélanion Capital, avoir l'ETF. Je suppose qu'il faut être majeur et on peut commencer à s'y intéresser à partir de quelle somme, à partir de quel montant on peut commencer à se dire tiens, oui, je vais les contacter parce que voilà, j'aimerais avoir dans ma petite part d'investissement, j'aimerais aussi mettre une petite… à partir de combien on peut rentrer chez vous? Alors, c'est une excellente question qui revient souvent. Les gens s'attendent à ce que je dise des sommes extrêmement importantes. Nous, on a un ETF. Et un ETF, c'est comme une action. Ça cote sur le marché. Notre ETF, aujourd'hui, il vaut 8,4 €. Donc, je dirais, on peut investir à partir de 8,40 €. Voilà. Bon, les frais de dossier, alors après, enfin. Non, mais ce que je dis, c'est que. Non, ça veut dire pour 100 €, du coup, on va dire avec la somme de 100 €, on peut déjà se placer. On a entre 10 et 12 parts de l'ETF. Alors, encore une fois, l'investissement, il ne se fera pas directement chez nous. En tout cas, sur l'ETF, il faut passer par son intermédiaire bancaire, en assurance avec AG2R La Mondiale. Mais il n'y a pas de somme minimum. Les sommes minimum, en tout cas, ne seront pas imposées par nous, mais peuvent être imposées par l'intermédiaire financier. Donc, si on va chez un broker, une plateforme de trading qui n'a pas de minimum, on peut investir pour moins de 10 € une part de l'ETF.
Voilà. Et quel est le broker actuellement, là, en tout cas, qui propose Millennium, le TF Millennium quasiment toutes les plateformes de trading classiques qu'on peut trouver. D'accord, il n'y en a pas un plus que l'autre. Ok, vous travaillez avec les... Voilà. En fait, c'est un référencement. On est un ETF comme un autre, donc un compte titre qu'on peut ouvrir. Voilà, permet d'investir dessus. Donc, il faut pas hésiter. Nous, souvent, on a des remontées nous disant, voilà, j'ai essayé d'ouvrir un compte ou de traiter votre ETF, mais il était pas sur cette plateforme. Ben, nous, on contacte la plateforme, on voit ce qui ne va pas, est-ce qu'ils ont besoin de documents ou voilà, et on fait en sorte que ce soit référencé, sauf si il y a un nom du management qui est un nom pour des raisons qui ne sont pas techniques et financières, puisque comme je l'ai dit, notre ETF, il est complètement éligible, il coche toutes les cases régulées par l'AMF. Après, de façon discrétionnaire, on peut avoir certains acteurs qui disent « moi, je ne veux rien qui touche à la crypto sur ma plateforme ». Voilà, mais c'est une décision unilatérale et purement personnelle de la plateforme. Est-ce que du coup, ça sous-entend un petit peu que les cryptos dans la finance traditionnelle ne sont pas, enfin les cryptos, Bitcoin dans la finance traditionnelle n'est pas forcément une évidence du coup encore pour tout le monde. C'est un euphémisme de le dire. Voilà, voilà. Nous aujourd'hui, donc on est référencé chez une compagnie d'assurance, AG2R La Mondiale. On a voilà, et aidé par une plateforme qui s'appelle Norcia, qui nous a mis en contact. On a créé un contrat donc chez AG2R La Mondiale avec Norcia. Il est très difficile aujourd'hui de convaincre les autres compagnies d'assurance qui sont frileuses. Et donc ça va prendre du temps, et c'est d'autant plus dommage parce que souvent, moi, je me suis entendu, enfin, on m'a souvent dit, vous savez, nous, les compagnies d'assurance, on est suiveux, on est des suiveurs. On attend que quelque chose ait lieu et après, on va suivre. Donc, ça tombe très bien. BlackRock, le plus gros acteur institutionnel du monde, a lancé son ETF Spot Bitcoin. Donc, vous vouliez être suiveur, là, voilà, vous avez le plus gros au monde. Mais ça prend du temps. Le management, voilà, met du temps à accepter. Il y a des gens qui ont peur d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc, parce que au niveau des assurances aussi, comme tu disais, c'est un peu la philosophie de Bitcoin. Quand on va sur AAV et qu'on veut créer une dette, on est obligé de déposer vraiment un vrai collatéral. Et si on ne peut pas rembourser sa dette ou qu'on ne l'assume pas, on se fait rect et on n'a plus de sous. Du coup, on met quand même quelque chose en garantie. Et ça, c'est un peu pour moi la vraie finance. C'est que ça ouvre le crédit à tout le monde. Par contre, il faut avoir des garanties, alors que dans les solutions qu'on nous propose, souvent, ce sont des abonnements, une petite somme, c'est pas... Donc voilà, les assurances aussi, c'est quand on voit les montants, les profits des assurances, je pense que maintenant aussi, il y a une méfiance aussi. Enfin, c'est toujours... Non, alors là, moi, je parle des assurances vie, c'est-à-dire vraiment de l'enveloppe. On ouvre une assurance vie et on fait un portefeuille. C'est encore plus simple que ça. L'assurance vie, pourquoi c'est un investissement qui est privilégié par les Français? Parce que la transmission, on va dire, il est en anglais, on dirait tax efficient. Donc voilà, c'est un véhicule, c'est une enveloppe qui fiscalement est intéressante. Elle est intéressante en termes de transmission. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est que on veut permettre à tout un chacun, dans son assurance vie, de mettre, je sais pas moi, des actions américaines, de mettre des obligations et de mettre aussi un produit qui est sur la thématique Bitcoin. Ouais. Non, pardon, c'est un peu ce que, alors moi je trouve ça très intéressant parce que en soi, c'est le truc qui m'a convaincu que oui, les ETF, il y a moi dans mon profil, vraiment, je trouve que quand tu regardes la transmission des bitcoins, etc., s'il arrive quelque chose accidentellement, c'est le meilleur moyen dont tu parles pour être sûr que il y aura vraiment un héritage ou et du coup, je trouve que c'est très pertinent. Pour le moment, peut-être que y a Terre-Noire qui travaille sur des idées plus DeFi, un peu de transmission comme ça du patrimoine également. Mais je trouve que c'est un usage pertinent, in fine, des ETF, en tout cas à l'heure actuelle, lorsqu'on veut avoir du Bitcoin. Et puis si on n'a pas le temps, en fait de consacrer énormément de temps dans la recherche, dans l'investissement et tout ça, en fait on s'expose
et on fait confiance après dans le choix du panier, mais en fait, on s'expose directement à ce marché Oui. du Bitcoin. C'est quand même Alors, assez intéressant. le point qui est intéressant, c'est de dire que les enfin, la partie plan épargne retraite aux États-Unis permet de mettre les ETF spot Bitcoin, mais comme je l'ai dit, en Europe, aujourd'hui, Oui. le plan épargne retraite compte titre, donc c'est bien, donc ça permet de le mettre. Mais nous, notre sujet a été de dire, voilà, en tout cas, pour investir sur cette thématique, la thématique action Bitcoin, et ben très simplement, vous pouvez le mettre dans votre plan épargne retraite. Et donc, effectivement, ça a été un point intéressant et qu'on a mis en avant. C'est très intéressant. Et quels sont vos objectifs du coup en 2024? Quelles sont la roadmap pour 2024? Est-ce qu'il y a des ambitions? Si oui, lesquelles? On va essayer de faire en sorte de convaincre le plus grand nombre d'acteurs institutionnels de nous référencer. Donc, c'est un travail à la fois d'éducation, d'éducation sur les cryptos de manière générale, d'éducation sur notre produit. C'est vrai que moi, je me suis souvent entendu dire ah oui, mais non, votre produit, les cryptos, on n'en met pas. Je dis, mais vous avez regardé, c'est un produit action. Ah, d'accord, ok. Effectivement, on a la partie éducation avec notre app. Donc, voilà, on a ce partenariat aussi avec Paymium. Donc, on a aujourd'hui la proposition d'une palette complète sur Mélanion Capital. Et puis, on a d'autres surprises sur une autre structure. Ce sera peut-être l'occasion d'un nouvel échange qui s'appelle Mélanion Digital, où on prépare voilà, des produits très intéressants aussi. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver cette année? Est-ce que vous avez prévu des événements? Vous serez sur des événements ou vous ne savez pas encore? Ceux qui souhaitent vous rencontrer pour de vrai. On y réfléchit. Les gens rentrent en contact la plupart du temps via le site. On a un formulaire de contact. On a la possibilité aussi de faire des entretiens one-to-one. Donc, on en fait régulièrement avec des personnes qui souhaitent avoir des informations. Donc, voilà, plutôt les choses fonctionnent bien. On a des prises de rendez-vous régulières. Voilà, et puis les gens peuvent s'abonner aussi pour recevoir régulièrement des news sur notre site. Voilà, on a un guide aussi. Même des guides. Ouais, on a un guide sur lequel on a des très bons retours, un guide d'investissement sur le concept d'ETF Bitcoin. Voilà, on essaye vraiment de partager énormément de ressources éducatives, en particulier éducatives financières, éducatives sur la partie crypto. Non, c'est pas mal parce que les personnes, avant de s'impliquer, aiment s'éduquer. Et c'est vrai que quand j'ai regardé votre PDF, c'est vraiment, enfin, il y a tout et ça permet vraiment d'être au courant. Et ouais, j'ai trouvé ça très propre. Et félicitations. Moi, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'en plus, quand on arrive sur votre site, tout est clair. Donc, on trouve facilement ce qu'on recherche. Et moi, j'ai adoré. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui, enfin, la parole libre, hein, comme je dis, mais pour ceux qui nous écoutent et qui, pour la première fois, te découvrent, est-ce que tu as une recommandation, un tips Non, mais je dirais, comme vous l'avez dit, on essaye de mettre à disposition énormément d'outils éducatifs, de recherche, de documentation. Donc, ne pas hésiter à aller sur notre site, à s'inscrire aux newsletters et voilà, et à rentrer en contact avec nous si vous voulez avoir d'autres informations ou des informations complémentaires. On sera toujours à la disposition voilà, des personnes qui nous contactent pour les renseigner. Eh ben, merci beaucoup Cyril de t'être prêté au jeu. J'invite les personnes à s'abonner et à activer la petite cloche. Et puis à bientôt Cyril. À bientôt. Merci, au revoir.